Bonsoir à tous, c'est Sylvie sur CTVM TV, la chaîne Planète et Écologie. Ce soir, je vais recevoir Olivier Bérat qui va nous parler de la biodiversité. Bonsoir Olivier. Bonsoir. J'espère que tout va bien pour toi ce soir. Impeccable. Donc, avant de commencer cette émission, déjà, je souhaitais vous remercier pour tous ceux qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait très plaisir parce que nous nous impliquons, nous y mettons tout notre cœur à faire ce que nous faisons. Vous présentez des émissions, des ateliers avec tous mes collègues de CTVM TV, les différentes chaînes de santé, de médiumnité coaching, de beauté, relaxation, etc., etc. Beaucoup de choses très intéressantes. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller sur le site ctvm-tv.com. Et maintenant, nous allons commencer cette émission avec Olivier. Donc, Olivier, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Donc, Olivier Bérat, qui est un passionné de nature et qui a, depuis 30 ans, fini par être engagé dans l'économie aussi du développement, parce qu'on ne fait pas de la conservation de la nature dans les pays en voie de développement, où c'est là que la nature est la plus riche, sans passer par traiter les contraintes économiques qu'ont les peuples avec lesquels on travaille sur le terrain. Donc, si on part au début, je suis un spécialiste de crocodile à l'origine. Qu'est-ce qu'un spécialiste de crocodile finit par faire dans les cosmétiques, qui est le monde dans lequel je travaille le plus à l'heure actuelle. Et c'est un peu une longue histoire, mais on va essayer de la faire courte pour démarrer. Je veux dire, les crocodiles ont été ma passion. Je les ai découverts, on va dire, par hasard. J'ai grandi en Afrique et je me suis retrouvé à l'âge de 13 ans en Alsace à prendre le lycée. Mes parents devaient rentrer en France. Donc, un terrible crève-cœur pour un garçon qui était toujours les pieds nus dans la forêt. Et donc, j'ai décidé, quand j'avais 18 ans, la première chose que j'ai pu faire, c'était repartir au pays de mon enfance, donc au Cameroun, en Afrique centrale. Dire le Cameroun, c'est 28 degrés en permanent, donc avec juste 1 degré d'amplitude thermique, c'est-à-dire qu'il fait au pire 27 et au plus chaud 29, mais avec une humidité de 98%, c'est-à-dire que c'est un vrai four, c'est terrible. Et moi, j'adorais ça. Et quand je suis retourné au Cameroun, je me suis retrouvé à aller dans la nature, une fois par hasard, sur une pirogue, et là, à capturer un bébé crocodile. Et donc, j'ai trouvé ça totalement fascinant. Et c'est ce qui a fait que je suis devenu, quand je suis rentré en France, j'ai réussi à rentrer aux Eaux de Vincennes comme soigneur d'animaux. Et ça m'a donné accès au Muséum national d'histoire naturelle, où j'ai commencé à chercher des informations sur les crocodiles. Et puis, je voyais qu'on connaissait rien des crocodiles. Et donc, je me suis dit, moi, je vais y aller. J'étais jeune, plein de fougue et plein de rêves et avec aucune contrainte. Et je me suis jamais dit, mais attends, mon garçon, t'as même pas le bac, comment tu voudrais faire de la recherche? Puis j'ai fini par trouver un chercheur qui m'a trouvé tellement fou et tellement amusant, qui m'a aidé. Et on va la faire courte. Et puis quelques années après, je me suis retrouvé, j'étais un des plus grands spécialistes au monde des crocodiles, je veux dire, qui était le spécialiste de référence pour l'Afrique centrale, Madagascar, la Guyane française. Et donc, ça a été une grande aventure. Et bref, pour revenir au monde moderne, à ce qui est maintenant, je veux dire, ma vie, ce que j'ai découvert avec les crocodiles, c'est que ce sont des animaux très importants. Donc maintenant, on parle de l'importance du changement climatique à l'heure actuelle. On parle de ces choses-là qui nous disent il faut réagir, il faut faire quelque chose. C'est souvent très loin de nous parce qu'on se dit que tout est lié. Et en fait, les crocodiles, pour moi, c'était peut-être un peu là avant l'heure parce que les crocodiles dans une rivière ont un rôle écologique très important. Juste pour schématiquement le faire, une rivière où il y a des crocodiles, il y a beaucoup plus de poissons que dans une rivière où il n'y a pas de crocodiles. Ça paraît paradoxal, là. Eh oui, mais le crocodile n'est pas un si bon chasseur que ça. En fait, il va d'abord tuer les animaux qui sont les plus faibles. Et donc, mine de rien, il va permettre d'entretenir la bonne santé de la population. Le crocodile avait un rôle écologique. Comme maintenant, on sait que les forêts ont un rôle important pour l'humanité au niveau du climat. Et comme on le sait encore pas assez,
la biodiversité, la diversité des espèces sur la planète a aussi un rôle fondamental et doit aussi être protégée d'urgence. Mais donc avec les crocodiles, c'était très évident en Afrique qu'il y avait un besoin de protéger ces animaux. Mais de la même façon que nous, c'est difficile parfois de se dire merde, est-ce que je fais des concessions par rapport à mon économie parce que ça en demande ou est-ce que c'est si important que ça? Il faut vous dire que les crocodiles, c'est encore pire parce que quand on dit des orang-outans disparaissent, bah, tout le monde trouve ça sympa, c'est dommage, c'est triste, je veux dire. Par contre, des crocodiles, non seulement on s'en fout un petit peu, mais en plus, les gens localement ont qu'une envie, c'est de les exterminer. Parce qu'il faut quand même se dire que quand vous avez un crocodile qui fait 5 mètres de long, il a aucun problème à manger du bétail et puis des gens à l'occasion. Donc, c'est ça qui m'a amené à réfléchir différemment. Même en tant que biologiste passionné, je voulais protéger les crocodiles. Mais en fait, on peut pas protéger les crocodiles aussi simplement que ça. C'est une problématique plus complexe qui est celle qu'on vit à l'heure actuelle dans notre 21e siècle, de se dire, il va falloir qu'on mixe l'économie et le développement. Et là, moi, j'ai été confronté, donc déjà, il y a presque 30 ans, à cette problématique-là, un petit peu avant l'heure, de se dire, comment faire pour protéger les crocodiles qui ont un très important rôle écologique, alors que ce sont des animaux qui sont dangereux, qui posent problème, et en gros, que la population n'est pas motivée pour les protéger. Donc, il a fallu trouver des solutions. Et ces solutions, elles étaient économiques, elles étaient de gérer les ressources, de gérer les populations de crocodiles avec l'implication des populations locales qui devaient pouvoir trouver un retour économique. Et c'était ça la seule solution. Et je pense que c'est celle qu'il faut défendre à l'heure actuelle pour la biodiversité sur notre planète. Ah, c'est la première partie. Ouais. Donc, en fait, toi, tu es un peu comme Crocodile Dundee. D'ailleurs, j'ai vu quelques photos où tu as le même chapeau, sauf que toi, tu les chasses pas, tu les protèges. Donc, ça, c'est super. Quand je les attrapais, c'était pour les marquer, pour pouvoir les identifier ou faire des prélèvements ou des choses comme ça. D'accord. Donc, tout ça, ça t'a amené à comprendre un peu le fonctionnement, on va dire, de cette partie de la planète, de voir qu'on pouvait pas sauvegarder les populations et en même temps sauvegarder la biodiversité. Et tu as essayé de voir qu'est-ce qui pouvait rendre compatible tout ça. Oui, et j'ai eu la chance d'être très jeune. J'ai été le plus jeune chef de projet des Nations Unies à 25 ans et je me suis retrouvé en charge du développement d'un projet d'élevage à Madagascar. Et en fait, il y avait des techniques d'élevage qui permettent d'éviter la mortalité des animaux, bien sûr, etc. Donc, il s'agissait quand même de faire des sacs à main pour les industriels à l'époque et c'est ce que voulait le gouvernement malgache. Mais en pratique, ce que j'ai fait, je leur ai dit, écoutez, moi, je vous propose un autre modèle que le modèle classique. On va travailler avec les paysans dans la forêt. Vous n'allez pas capturer des reproducteurs et les mettre dans des fermes. On va les laisser dans la nature pour qu'ils jouent leur rôle. Et on va travailler avec les paysans qui sont confrontés aux crocodiles tous les jours. Et donc, qui ont ce danger des crocodiles devant eux, permanent, je veux dire, pour leur bétail et aussi pour leurs enfants. Donc, j'ai formé des paysans dans la forêt, un peu loin. Donc, il y avait un crocodile Dundee à l'époque, je veux dire qu'il le fait. Et je les ai formés parce qu'il faut collecter les œufs d'une certaine façon, c'est-à-dire pour pas les retourner parce que le crocodile est fragile, il faut maintenir la température, etc. Et j'ai formé les éleveurs à avoir des élevages pareils qui allaient éviter la mortalité, mais ils étaient dans la capitale, eux. Et en fait, on prenait un petit avion léger pour aller jusque dans la brousse, se poser sur des pistes en terre et là récupérer les œufs des crocodiles et les ramener dans les élevages pour faire des œufs. En fait, ce qui s'est passé à la fin, et c'est un programme qui a duré 20 ans, avec juste 1 an et demi de financement des Nations Unies, parce que les paysans, du coup, ils gagnaient de l'argent avec les œufs. Les fermiers payaient les œufs aux paysans. Et ces paysans, dans la brousse malgache, au fin fond de la brousse malgache, où ils n'avaient rien d'autre comme source de revenus économiques, ils avaient du riz pour manger, un peu de manioc en période de difficulté, mais ils se sont retrouvés, les crocodiles, soudain, leur ont rapporté de l'argent. Parce que tous les ans, le privé, après, il reprenait son petit avion léger pour aller sur cette piste de brousse, récupérer les œufs des crocodiles. Et donc, tous les ans, ils payaient les paysans. Et donc, pour les paysans, cet animal qui était un danger, qui était quelque chose qu'ils voulaient exterminer, eh bien, il s'est retrouvé à avoir, en fait, un animal qui lui rapportait de l'argent tous les ans pendant la collecte. Et donc, les paysans, ils se sont organisés pour faire des enclos pour que le bétail puisse venir boire dans les rivières sans être bouffé par les crocodiles.
Et ils ont fait la gestion des crocodiles. Et après, ils ont été très contents de vivre avec les crocodiles. Ils se sont organisés. Moi, je prends souvent l'exemple. En Europe, on a des voitures. En France, je dirais, quand vous avez quelqu'un qui a un accident à cause d'une voiture, on dit c'est terrible. Et éventuellement, on met des règles de gestion. Il faut rouler moins vite, etc. Mais on dit pas faut supprimer les voitures. Donc, c'est un petit peu ça. C'est de se dire, les crocodiles, finalement, c'est quelque chose qui est dangereux. Mais si c'est quelque chose qui devient utile aux populations locales, tiens, on va les protéger à ce moment-là. Oui. Donc, oui, tu as réussi à allier les deux, en fait. Les populations locales y ont trouvé leur intérêt et par ce fait, ont pu sauvegarder. Parce que sinon, ils auraient continué à exterminer, ça c'est clair. Ils n'avaient pas les moyens, mais dès qu'ils auraient pu l'avoir, ils le faisaient. Je veux dire, dès qu'ils pouvaient exterminer un crocodile, ils le faisaient. Donc, ça, c'est cette logique, en fait, de dire… Alors, malheureusement, je veux dire… on ne pourra pas valoriser toutes les espèces et beaucoup d'espèces ont des utilités qu'on ne voit pas obligatoirement au jour le jour ou qu'on ne va pas pouvoir valoriser au niveau économique. Et la préservation de l'environnement, de la nature, devrait être vue à un sens plus large. Si on parle de créatures divines, si on est chrétien, ou on parle de la nature, tu veux cette force, je veux dire, indispensable à l'humanité. Donc chaque espèce a son importance. Mais disons que parfois, on arrive en valorisant une espèce à préserver un habitat entier. Donc, parce que là, on parle du crocodile, mais crocodile, il a permis de préserver les grenouilles, je veux dire aussi l'habitat dans les rivières et toutes ces choses-là qui n'ont pas été transformées. Et c'est sur cette base-là que je travaille maintenant, beaucoup avec les industries cosmétiques, mais aussi avec de l'agroalimentaire, petit à petit, pour dire on peut chacun jouer un rôle sans avoir obligatoirement l'usage de pesticides qui vont tout détruire, faire des monocultures. Il y a d'autres moyens de valoriser les ressources naturelles et qui doivent prendre en compte les besoins des communautés locales et la préservation de cette biodiversité. Et on se rend compte que ça n'a pas été fait parce que depuis longtemps, on fait de la monoculture, c'est devenu logique, c'est le plus rentable, c'est le plus efficace. Maintenant, on se rend compte que quand il y a des sols qui ont été pendant 30 ans arrosés de pesticides, d'engrais chimiques, eh bien, ces sols sont morts, il n'y a plus rien dedans, il faudra des années et des années pour qu'ils revivent, alors qu'il y a d'autres systèmes agricoles qui permettent de garder le sol en vie et garder la biodiversité en vie et garder une plus grande dynamique pour qu'on vive plus longtemps de façon correcte si on a encore la chance de pouvoir le faire. Oui, tu parles des sols vivants. Tu as certainement entendu parler de Claude et Lydia Bourguignon qui ont fait des études de sol justement et qui expliquaient que avant, dans leurs études, on leur expliquait ce qu'était la biologie du sol et maintenant c'est terminé. Donc toutes les nouvelles personnes qui sortent des écoles où on parle des sols, de la culture, etc., les gens qui travaillent à l'INRA par exemple, on ne leur parle plus de la vie du sol et je trouve ça dramatique. C'est totalement dramatique. Moi, il y a 8 jours, j'étais encore au Burkina Faso, dans le sud du Burkina Faso. Des moments incroyables parce qu'il y a encore des populations d'éléphants sur lesquelles j'ai été en train de travailler là-bas. Et quand tu vois ces populations d'éléphants, c'est super parce que là-bas, ils ont réussi pour le moment à enrayer à peu près le braconnage. Il y a une population de 600 éléphants qui restent et bon, il y en a une douzaine qui est abattue à peu près tous les ans, mais c'est pas beaucoup. En tout cas, la population arrive à être en croissance parce qu'il y a un vrai travail des gardes forestiers. Maintenant, à côté de ça, quand tu sors du parc, tu vois qu'il y a partout des plantations de coton qui sont développées, mais d'une façon dramatique. Déjà, ils ont utilisé des OGM. Le Burkina Faso était le premier producteur au monde de coton. Et il y a une dizaine d'années, ils se sont lancés à fond dans les utilisations des OGM. Et maintenant, on se rend compte, et l'année dernière, chose extraordinaire, je veux dire, qui est la première, je veux dire, dans la vie de Monsanto qui s'est passée comme ça, le gouvernement du Burkina Faso dit, ça marche pas, tout ce qu'on nous a promis, je veux dire, ne fonctionne pas. On a effectivement eu des rendements de 50% de plus au début. 50% de plus du coton sur un hectare. Génial. Mais après, ils se rendent compte, que finalement, le coton, il n'a pas la qualité requise. Et bien qu'il faut payer des fortunes, je veux dire, en pesticides, des fortunes en graines sélectionnées OGM, etc. Et que finalement, c'est pas rentable. Et la première chose au monde, c'est que le gouvernement du Burkina Faso en 2015 a dit stop, on arrête tout.
interdiction d'acheter dorénavant des graines de Monsanto. Dire à partir de maintenant, je veux dire, on va reprendre, je veux dire, du coton plus traditionnel. Mais quand tu vas sur le terrain, ce que tu vois, c'est que les gens, ils sont en train de couper toute la forêt pour planter du coton. Il n'y a plus que ça, avec engrais chimiques, pesticides, etc. Et là, sur ces zones-là, tu as du karité. Tu dis, attends, tout le monde connaît le karité, on fait des super crèmes avec, je veux dire, c'est un produit fantastique. Et Oui. tu peux avoir du karité équitable, tu peux avoir tout ça. Mais en fait, en pratique, les gens, ils sont pas impliqués sur ces zones qui sont les zones où on pourrait utiliser le karité pour protéger l'habitat des éléphants. Parce que bien sûr, on va toujours où c'est le plus simple. Le plus simple, c'est au bord de la route. Donc, on va collecter le karité où ça coûte le moins cher d'y aller. Sauf que si on faisait 10 km de plus sur une piste un peu pourrie, ça coûterait un peu plus cher, mais les bénéfices pour l'humanité seraient énormes et pour les éléphants. Parce que du coup, on ne laisserait pas couper les arbres à karité. Parce que quand les femmes, elles arrivent à vendre leur karité, elles ne laissent pas les hommes venir couper pour planter du coton. C'est assez extraordinaire quand tu vas sur place. Il y a une boîte avec laquelle je travaille là, on s'en fout, on peut en parler, je veux dire, qui est l'Occitane en Provence. Vous voyez qu'en général, il faut parler de plein de marques en même temps. Donc, je vais le faire tout de suite parce que c'est ça qui est légal. Donc, je travaille avec l'Occitane en Provence, avec Chanel, avec Yves Rocher. Voilà. Il faut en citer 3 dans une minute. Bon, parfait. Donc, ça, c'est fait. On parle de 17 000 femmes qui sont impliquées dans la collecte de graines de karité pour faire du beurre de karité. C'est gigantesque. Tu vois, et ces femmes-là, tu les verrais, elles sont dynamiques, elles bossent, elles prennent leur avenir en main. Et tu te dis, mais c'est à elles qu'il faut filer un coup de main et on aura gagné. Donc maintenant, c'est ça le challenge, c'est de se dire, il faut que tout le monde qui utilise des produits ait ce réflexe de dire, je veux savoir d'où ça vient. Je veux savoir qu'on n'utilise pas de pesticides et tout ça parce qu'il s'agit de l'avenir de l'humanité. Mais il faut aussi parfois filer un coup de main aux entreprises pour leur dire, OK, je vais vous aider parce qu'entre des ONG africaines et puis un acheteur d'ingrédients à Paris, à New York ou à Londres, il y a un millier d'années pratiquement. Oui, donc une fois de plus, tu montres, enfin, c'est pas parce que je suis une femme que je dis ça, mais la femme est quand même l'avenir de l'homme. Et souvent, ça passe par la femme. J'ai déjà remarqué ça. Dans les différentes populations, souvent, oui, ça passe par elle. Autre chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais du gouvernement du Burkina Faso qui a dit bon, les OGM terminés. Je crois que le gouvernement indien a dit la même chose aussi. Parce que y a Vandana Shiva, que tu connais certainement, qui milite aussi pour la biodiversité et puis pour supprimer les OGM. Et elle s'était rendue compte que au niveau des suicides en Inde, c'était vraiment énorme. Alors, je ne sais pas s'il y avait la même chose en Inde, parce que, comme tu l'expliquais, les OGM au début, un super rendement, et puis ensuite, ça diminue. Est-ce qu'il y avait ce même phénomène? Non, mais c'est vrai que l'Inde aussi a pris un leadership là-dedans. On n'a pas encore eu cette phase dramatique, je veux dire, au Burkina Faso, parce que c'est plus les industriels qui se sont fait avoir. C'est pour ça que c'est allé certainement plus vite. Parce que le coton s'est retrouvé à pas avoir la bonne longueur de fibre. Donc, ils avaient quand même acheté aux paysans et c'est quand ils avaient stocké qu'ils s'en sont rendus compte. Donc là, je peux te dire, quand c'est un industriel qui a perdu, ça bouge plus vite. Donc, heureusement qu'on n'est pas arrivé au stade de l'Inde. Et tu as raison, l'Inde a été dramatique. On parle de 30 000 paysans qui se sont suicidés à cause de ces histoires de crédit de semences. 30 000 personnes. Mais c'est un vrai génocide. C'est inimaginable que tu vois qu'on n'ait pas réagi à ça plus vite, plus fort. Tu vois, Mais après, pour les femmes, tu as raison. Et je peux te le dire du coup en tant qu'homme. Moi, j'ai travaillé, donc j'ai passé 20 ans à Madagascar. Je veux dire, où j'ai commencé à bosser donc sur les crocodiles, mais après travailler avec les plantes. Et en fait, partout dans le monde, ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux dans les langages des Nations Unies, c'est en fait les fruits, les plantes médicinales, tu vois, qui sont en général collectés dans la nature. Ça, c'est 80% les femmes, je veux dire, qui bénéficient de ça. Parce qu'en quelque sorte, ce sont des sous-produits. À l'époque, on appelait ça des sous-produits ligneux. C'est-à-dire à l'époque il y a quelques dizaines d'années, mais pas tellement que ça.
Et c'est vrai que, donc, du coup, c'est important d'engager les femmes dans un processus parce que dans le temps, et c'est toujours le cas beaucoup, l'homme rapportait à manger, sécurisait à manger. Et on voit au Burkina Faso, les femmes, elles te le disent, l'homme, son boulot, c'est de ramener à manger. Les femmes s'occupent de l'éducation des enfants. Donc, il y a 50, 100 ans, eh bien, ça consistait à former les petites filles à faire la cuisine, et puis le petit garçon, tu le gardes à côté de toi jusqu'à qu'il soit assez grand pour partir avec son père. Maintenant, on a envie que les filles, elles puissent aller un petit peu plus loin. Et ça, ce sont les femmes qui le font. C'est extraordinaire. C'est, tu vois, l'argent qu'elles gagnent avec le karité, il sert à l'éducation des femmes. Et les mecs, ils le respectent, ça, maintenant. Ils le respectent pas mal, tu vois. Et partout, c'est le cas. C'est vrai que, je pense, en particulier, j'allais dire en particulier dans les pays en voie de développement, mais je dirais non. Je pense que c'est crucial en Europe, si tu veux, de se dire, et aux États-Unis, que les femmes ont un rôle fondamental à jouer parce qu'elles n'ont pas la même vision que les hommes. Tu vois, nous, on a une vision presque ancestrale de guerrier, tu vois, qui doit protéger. Mais de conquérant. Voilà. Et puis aussi, je dirais, comment on dit poliment, presque de transmetteur de gènes, si tu veux. Oui, je vois. Elle est plus fragile. Donc, quand elle est dans la nature, elle a besoin de son homme pour la protéger, tu vois. Mais après, en général, maintenant, dans le monde moderne, je veux dire, elle est capable d'être autonome en grande partie, mais aussi, elle a cette vision interne en elle, si tu veux, de protéger plus la nature autour d'elle. C'est plus un réflexe féminin, dire qui est fait. Et nous, on le voit aussi en Afrique très simplement, tu vois, c'est que soyons clairs, quand un gars gagne de l'argent, eh ben, bon, à part dans les pays musulmans, la plupart du temps, il va boire un coup avec, je veux dire avant tout. Et quand une femme, elle gagne de l'argent, eh ben, ça part avant tout dans la famille, dans la nourriture des enfants, et puis dans l'éducation des enfants. Et donc aussi, pour le karité, je pense que bon, tout le monde l'utilise, mais aussi beaucoup les femmes dans les cosmétiques. Et on a aussi notre rôle à jouer de ce côté-là, parce que tu disais, regarder les étiquettes, regarder la provenance, et puis se responsabiliser sur ce qu'on achète. Et donc là, en tant que consommatrice, on a un grand rôle aussi à jouer là. Absolument. Et Dieu sait que ce rôle de consommatrice décideur, il n'est pas obligatoirement facilité. Je veux dire, parce que quand tu regardes les étiquettes, ce qu'il y a dedans, je veux dire, il faut y aller pour comprendre. Je veux dire, moi, j'ai plein de produits là autour de moi, mais c'est juste, voilà, moi, je sais lire les étiquettes, mais autrement, c'est juste impossible. Maintenant, il y a quelques sites web qui sont bien, qui expliquent au moins les mots-clés à chercher sur une étiquette. Et ça, il faut que chacun se dise, ça fait partie des choses à faire. Tu vois, c'est pas aussi simple que d'aller acheter du bio. Tu peux acheter des cosmétiques bio, je veux dire, mais ça, c'est limite. Et puis ça coûte cher de faire des cosmétiques bio, alors que c'est pas obligatoirement justifié parfois. Mais c'est vrai qu'il faut prendre l'habitude. Il y a plein de sites web qui fonctionnent maintenant. Il y a eu un très gros dossier qui a été fait dans le magazine 60 millions de consommateurs sur les molécules dangereuses que vous pouvez regarder. Il y en a une dizaine de clés. Je dirais, on n'achète pas un produit cosmétique tous les matins, tous les après-midi. Je veux dire, c'est un achat qui est en général, j'allais dire raisonné, disons-le, soyons clairs, mesdames. C'est un achat qui est, en tout cas, réfléchi, on va dire. Et que cet achat réfléchi, il devrait s'accompagner de ça, de regarder ce que tu vas mettre sur la peau. Parce qu'un des gros rôles de la cosmétique, je veux dire, c'est de faire passer au travers de la peau, je veux dire, des molécules quand même qui vont hydrater la peau. C'est pas juste une couverture dessus, ça pénètre quand même la peau. Et les bonnes crèmes cosmétiques ont un vrai effet au niveau de la peau, au niveau du derme, à l'intérieur, même si on n'a pas le droit de le citer souvent. Donc, ça veut dire que s'il y a des produits chimiques dans les produits, ces produits chimiques, ils rentrent dans ton organisme aussi. Donc, je pense que c'est très important. Et je suis presque sûr, justement, que vu la prise de responsabilité des femmes dans ce domaine, je veux dire, on va arriver dans les années qui viennent à avoir les grosses entreprises qui vont être obligées de changer parce que, en général, plus on est gros, plus on est coincé avec des formules déjà établies et faire des formules qui soient plus saines et qui n'aient pas de produits chimiques dedans. En tout cas, pas de produits chimiques dangereux. On a des produits chimiques partout. Je veux dire, tu as des peintures autour de toi, etc. Il y en a plein. Mais en tout cas, on ne peut pas accepter qu'il y ait des produits dangereux qui soient mis dans des produits qu'on se met sur la peau. Bien sûr. Et donc, tu parlais de produits bio. Effectivement, il y a
il y a ces différents labels de bio, mais ça ne nous garantit pas que derrière, il y a un respect de l'endroit où c'est cultivé et un respect de la biodiversité. Et donc, je crois que tu as créé un label à ce sujet. Alors, j'ai créé un label, mais je me suis rendu compte que c'est très compliqué. On travaille en fait avec plusieurs labels. Mais non, moi, je suis pour un système que j'appelle Net Positive Impact, c'est-à-dire de vérifier qu'on a un impact. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est des recommandations des spécialistes de la Commission européenne qui font des analyses, parce qu'il faut voir que on parle de ça maintenant, on se réveille, mais les chercheurs, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a un vrai problème. Je dirais que ça prend des années de convaincre des politiciens, de convaincre des décideurs techniques de faire des choses différemment. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on sait que toute cette problématique de biodiversité a un vrai coût économique. Et c'est ça qui a changé les choses. C'est que figure-toi que c'est le G8, donc les 8 pays les plus riches au monde, qui ont demandé un rapport, je veux dire, en 2010, sur la biodiversité, qui est sorti avec une révision en 2013. Et on voit qu'en fait, que quand on prend pas soin de la diversité biologique, donc quand on laisse les forêts détruire pour planter des palmiers à huile parce que tout le monde veut acheter au supermarché du coin des biscuits le moins cher possible, donc ce qui coûte, ça veut dire c'est avec de l'huile la moins chère possible, c'est l'huile de palme qui est la moins chère possible, ça a un coût phénoménal, tu vois, pour nos enfants. Parce que cette biodiversité a un coût, et ce qui est extraordinaire, c'est cette étude économique qui a fait les dirigeants réagir. Et du coup, ils ont demandé des études complémentaires, et on arrive justement à ce concept de dire, il faut qu'on se dise maintenant une filière d'un ingrédient naturel, que ce soit le karité, que ce soit l'huile de palme, que ce soit le poivre ou le cacao, n'importe quoi, on doit être capable de démontrer qu'il y a un impact positif au niveau social aussi bien qu'environnemental. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse se dire, un consommateur, moi je connais pas quelqu'un en France qui va te dire honnêtement, intégralement, j'achète du cacao, du chocolat, mais en fait je m'en fous si c'est des enfants de moins de 12 ans qui ont porté des sacs toute la journée sur le dos, ça n'existe pas. Sauf que la plupart du temps, tu peux pas le démontrer. Et ça, c'est inacceptable. Tu vois, dans notre société moderne, on pourrait se dire, mais attends, le fair trade, ça doit être une plus-value. Alors que là, c'est un moindre risque à l'heure actuelle. C'est ça dont il faut se rendre compte. Tu vois, on se donne bonne conscience en achetant commerce équitable, mais le commerce équitable, tu vois, c'est rien du tout. Ça a été inventé parce que les gens, ils gagnaient de la misère dans les filières du café, du cacao. Donc, il n'y a pas besoin de faire des autres écoles de commerce pour te dire, si je te fais le calcul, tu dis, tu prends misère et tu fais 10% de plus que la misère. Ça n'a jamais rendu un paysan riche de gagner 10% de plus que la misère. C'est sûr, oui. Ouais. Donc, tu vois, il y a un non-sens. On a fait que les gens, ils se sont sentis mieux. Après, c'est la faute à personne parce que le système, depuis les années 50, s'est développé tellement vite, si tu veux, dans la création des supermarchés, je veux dire, qui sont mis en place partout, etc. Et puis pour le bien du développement, tu vois, parce qu'on va dire, ok, ça veut dire qu'on a eu accès à des biens, qu'on a mieux mangé. Maintenant, ça a été le XXe siècle, on est au XXIe siècle, et là on se rend compte qu'on mange mal, tu vois, et que finalement le côté d'avoir amélioré son alimentation, parce qu'en 1900, même à Paris ou dans les villes de province ou dans les campagnes, tout le monde ne mangeait pas toujours à sa faim en France. Maintenant, on est arrivé en 2000 à l'avoir, mais malheureusement, quand tu vas dans les villes, dans les banlieues, tu vois, quand tu vas dans les grands supermarchés, les gens ils finissent par manger tellement mal que ça devient mauvais pour leur santé. Plus de problèmes cardiaques, plus de diabète, tu vois, plus de problèmes comme ça. Donc, il faut maintenant qu'on rentre dans un 21e siècle, et on est déjà entré dedans, donc il faut se bouger en se disant, ok, moi je veux pas acheter du bio parce que c'est bien, je veux qu'il n'y ait rien qui soit mauvais dans mes aliments. Oui, ça je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, il y a une émission qui était passée, je crois que c'est sur la 5, pour montrer que la valeur nutritive d'une pomme, il y a ne serait-ce que 50 ans, et la valeur nutritive qu'elle a maintenant a été divisée par, je ne sais plus combien, je ne vais pas donner de chiffres parce que je ne m'en souviens pas clairement, mais c'était faramineux. Mais parce qu'on cherche à faire beaucoup plus de quantité que de qualité. Alors, je voudrais m'arrêter juste une petite seconde. Nous avons Patricia Gou, donc bonjour Patricia, qui nous dit si pendant ne serait-ce qu'un mois, on se refusait tous à ne pas acheter ces produits, donc alimentaires, produits de beauté, etc.,
je pense qu'on arriverait à renverser le mouvement. Et ça, oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'appelle ça le Cadiz Power. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'avec ce qu'on met dans notre caddie, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important et beaucoup plus d'impact qu'un bulletin de vote. Non, c'est clair, c'est vraiment un… Mais je pense qu'à l'ère de la communication par Internet, je veux dire, dont tu fais partie maintenant, Voilà. on a un grand mouvement. Internet, c'est tout et n'importe quoi. On peut voir n'importe quoi dedans. Les enfants peuvent voir n'importe quoi. Mais c'est aussi un fabuleux pouvoir d'information et qui va échapper, je veux dire, aux multinationales. Bien sûr, ils les rentrent tous dedans. Mais il y a aussi le pouvoir du peuple qui revient là-dedans. Et effectivement, si on pourrait faire ça pendant un mois, on changerait plein de choses. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Je veux dire, on aura du mal. Mais on peut aussi chaque jour, je veux dire, en effet, je veux dire, petit à petit s'informer, s'abonner au bon réseau, regarder, je veux dire, avoir des bons, comment on dit, following, tu vois, suivre des gens qui t'informent. Et là, il y a vraiment beaucoup à faire, même tous les jours, comme tu dis. C'est que chaque jour dans ton caddie, eh ben, regardez, si tu as entendu un truc, et il faut vérifier, et Internet nous permet de vérifier les choses, il faut faire attention, je veux dire, ça, c'est le truc. C'est un changement phénoménal, c'est que maintenant on est capable de vérifier les informations, il ne faut pas hésiter à le faire, c'est facile, il y a Wikipédia qui a une bonne base, je veux dire, tout ça, vérifier les infos, c'est pas si compliqué que ça maintenant. Effectivement, chaque jour, les consommateurs, et cette téléspectatrice a raison, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, se battre et dire on a du pouvoir en tant que consommateur avant tout. Oui, oui, oui. Et donc, pour revenir à la biodiversité, donc c'est vrai qu'on a notre rôle en tant que consommateur, mais c'est pas forcément évident. Tu dis il faut se renseigner, voir ce qui se passe, etc. Il y a quelques années, moi, je me basais sur Greenpeace qui avait édité une liste noire, c'est-à-dire des aliments et des marques qui contenaient ou non des OGM. Donc ça, c'était déjà une première piste. Mais sinon, c'est pas forcément facile de faire la part des choses dans tout ce qui nous est proposé comme produit. Non, bien sûr, et ça, et encore une fois, et personne n'est à blâmer. Je veux dire, tu peux pas sortir avec ton ordinateur et Internet et passer 3 heures au supermarché avant de décider de tes achats. Mais oui, c'est les petits gestes de tous les jours qui vont faire évoluer les choses. Et les grandes entreprises de distribution de produits s'en rendent compte. Et il suffit de se dire, OK, ben je le fais régulièrement, je fais ce que je peux, je m'informe, etc. Bien sûr, on va pas demander à tout le monde de devenir un inspecteur des produits, mais c'est vrai qu'on a aussi un rôle au niveau de nos dirigeants. Malheureusement, on voit que c'est une catastrophe. Tu as vu la voix du peuple n'est pas écoutée. On le vit aujourd'hui même avec cette histoire de la loi du travail, avec le 49.3 qui est sorti par Manuel Valls, dire alors que notre président de la République, si tu veux, disait que c'était quelque chose qui était totalement antidémocratique avant qu'il ne soit élu. C'est totalement honteux, c'est totalement honteux. Et on a des députés, je veux dire, qui sont élus par nous, je veux dire, partout. Donc c'est vrai que c'est le système des États, c'est les gouvernements qui doivent prendre des mesures aussi. C'est pas il faut pas du tout qu'on se repose que là-dessus pour le moment. Dire, mais il faut aussi faire pression sur nos députés, apporter les choses et dire non, ça c'est pas acceptable. Et quand il y a des problèmes comme ce 49.3 qui est sorti pour suspendre ce non-vote de la loi du travail, ce qui est insensé, c'est-à-dire qu'on est en train de dire le peuple ne veut pas de ça, les députés ne veulent pas de ça, et le Premier ministre qui dit bon, ben, tant pis, il va faciliter le boulot des entreprises, en plus, ce qui est totalement faux. Ça facilite l'enrichissement, je veux dire, des gros actionnaires des entreprises, ça ne facilite pas le développement économique, pas du tout, bien au contraire. Et donc, il faut se battre pour ça, il faut faire les pétitions, suivre les pétitions, envoyer ça à ces députés, parce que c'est aussi comme ça que ça changera petit à petit, malheureusement. Et donc, pour revenir à la biodiversité, toi, tu as créé une ONG, je crois. Tu aides des associations, tu aides d'autres ONG partout sur la planète pour
pour être tous dans le même sens, pour être tous dans le même bateau et pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui travaille là-dessus. Donc, est-ce que tu pourrais nous citer le nom de ton ONG, comment elle fonctionne et ce qu'elle propose comme action? Alors, j'en ai créé deux en fait. J'ai créé l'homme et l'environnement à Madagascar. Donc en 1993, parce que je travaillais pour pas mal d'institutions, de gouvernements, à faire des recommandations sur les plans de gestion. Et je me suis dit, quand on fait des rapports, souvent justement à l'administration, ils restent sur un bureau, il y a très peu de gens qui les lisent. Alors quand il s'agit de les mettre en œuvre, c'est encore plus compliqué. Donc j'ai décidé de créer cette ONG en disant, si je veux être intègre, il faut montrer que ça fonctionne. Et cette idée, c'était d'intégrer justement ce dont on parlait tout à l'heure, le développement des populations locales avec la protection de l'environnement. Donc, j'ai créé ce que j'ai appelé des réserves expérimentales, dans lesquelles on a dit, OK, il y a des zones qui sont très, très riches en biodiversité, mais il faut se dire, quand on parle de richesse en biodiversité, moi, j'adore les grenouilles, il y avait plein de grenouilles, des petites grenouilles rouges, des petites grenouilles vertes, j'adore ça, mais on parle aussi de plantes médicinales. Il y a à Madagascar, il y a une petite plante qui s'appelle la pervenche de Madagascar, qui porte son nom, donc on voit bien qu'elle est malgache. Cette petite plante a 7 molécules qui en sont extraites à l'heure actuelle par l'industrie pharmaceutique. Et il faut te dire que ça, on parle de la leucémie infantile. Donc la leucémie infantile, il y a 20 ans, quand un enfant était atteint de ce triste cancer, probablement plus triste que les autres encore, parce qu'il touche les enfants, 95% des enfants mouraient. À l'heure actuelle, 95% des enfants qui sont atteints de leucémie infantile sont guéris, et ils sont guéris grâce à cette petite fleur qu'on appelle la pervenche de Madagascar. Et l'industrie pharmaceutique n'a pas réussi à synthétiser les molécules qui sont dans cette pervenche, et ça continue à être des femmes qui collectent les racines de la pervenche dans le sud de Madagascar pour les expédier aux industries pharmaceutiques qui vont faire les médicaments qui vont être envoyés dans les hôpitaux pour sauver les petits-enfants. Et personne ne se rend plus compte de ça. Tu vois, mais sur Madagascar, on fait rien pour ces femmes. On fait un petit peu. Mais tu vois, ces femmes continuent à vivre avec 1,50 € par jour. Si demain elles arrêtent de travailler, tu vois, si demain elles se disent, bon, il y a une sécheresse en ce moment dans le sud malgache, si elles se disent, on part, on va toutes migrer. S'il n'y a plus personne pour collecter ces racines, qui coûtent que dalle pour le moment par rapport à ce qu'elles rapportent, tu vois, on va avoir, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois, de ces trucs-là. Donc, tu vois, quand on parle de biodiversité à Madagascar, on parle de ça, de plantes médicinales qui sauvent les gens, qui sont encore des potentiels de recherche. Et donc, moi, j'ai créé des réserves sur des zones où il n'y avait pas de principe de conservation, c'était pas déclaré par l'État à protéger. Et j'ai dit, on va le faire avec les paysans du coin, on va le faire avec les habitants du coin. Et on a essayé de travailler à ce qu'on a appelé valoriser la biodiversité. Essentiel. Et j'ai créé une entreprise sociale qui fait l'export, des groupements, des communautés qui produisent des huiles essentielles au sein même des réserves, qui ont leur alambic qui produisent. C'est assez extraordinaire parce que c'est un processus ancestral. Je veux dire, il faut former les gens, mais ils sont capables de faire sur le terrain. Et bref, 15 ans après, je veux dire, ces réserves, elles existent toujours. Les gens, ils n'avaient pas accès à la santé. Il fallait, sur Wuiman, par exemple, une femme qui avait un problème à l'accouchement parce qu'on accouche chez soi, il fallait qu'elle marche 12 km dans les montagnes pour arriver au premier centre de santé de base. Pratiquement, elle a toutes les chances de mourir avant d'y arriver. Maintenant, ils ont un centre de santé. Il y a des écoles qui ont été construites. On avait un tiers des enfants qui allaient à l'école. Maintenant, il y a tous les enfants qui vont au primaire. Malheureusement, on n'est que jusqu'à l'âge de 11 ans pour le moment. Mais c'est des gros changements, tu vois. C'est des trucs où on se dit, c'est terrible. Il y a encore plein de choses à faire, mais des choses ont été changées. Et donc maintenant, en fait, ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est que l'homme et l'environnement est géré par 3 femmes. Il y a une présidente, il y a une gestionnaire administrative et puis il y a une directrice et qui font un travail extraordinaire, je veux dire, pour gérer ces 5 aires protégées maintenant qu'elles continuent à gérer. On parle de 30 000 personnes qui sont impliquées dans le système et ça fonctionne. Donc ça, c'est l'homme et l'environnement. Et si vous voulez les soutenir, vous pouvez voir, vous pouvez me contacter soit par mail via toi ou soit sur Facebook. Vous allez chercher Olivier Béra sur Facebook et puis vous essayez de me rejoindre.
Et parce qu'ils ont besoin de soutien encore. C'est pas arrivé, on a fait beaucoup de choses. Et donc après, en 2010, j'ai un ami qui m'a dit mais Olivier, c'est ce que tu as fait, ça fait 20 ans que tu es à Madagascar, tu vois, donc c'est extraordinaire ce que tu as fait d'arriver à lier l'économie et l'environnement. C'est tellement rare, tu vois. Lui, c'est un chef d'entreprise. D'habitude, on nous demande toujours de l'argent pour l'UNICEF, pour CARE, si tu veux, pour Greenpeace, machin. Mais toi, tu as réussi à montrer qu'on pouvait lier les deux, l'environnement et le développement des communautés locales. Il me dit, pourquoi tu vas pas faire ça autre part, dans un autre pays? Mais t'es marrant, j'ai déjà du mal à boucler les fins de mois avec mes équipes, tu vois. Et c'était le patron de Maison du Monde, qui est un copain de de jeunesse, c'est-à-dire ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et il m'a dit, écoute Olivier, laisse-moi réfléchir. Et il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit, écoute, si je te file 500 000 euros pour démarrer, est-ce que tu peux faire? Et j'ai dit, laisse-moi réfléchir 3 minutes. J'ai dit, ben non, finalement, je réfléchis pas. Je dis, allons-y, tu vois, on va faire. Oui. Et là, j'ai trouvé ces équipes de femmes qui gèrent maintenant l'homme et l'environnement. Donc, c'est aussi possible de passer quand on fait des choses. Il faut pas avoir peur de faire des choses et de se dire, ben, il y a d'autres qui vont suivre après. Et j'ai créé Man & Nature avec Xavier et Marie. Et donc, c'est une très belle aventure. On a démarré en 2010. Et l'idée, c'était de voir, est-ce qu'on peut, dans d'autres pays au monde, créer des réserves comme ça, soutenir des communautés dans un cadre où on dit développement et environnement ne sont pas incompatibles. Alors, ce qui est souvent le cas dans le monde moderne, de dire soit on détruit la forêt pour planter du palmier parce qu'on a besoin de gagner sa vie, ou tu vois, ou soit on fait des réserves et les hommes sont exclus. C'est possible de faire autrement. Et donc, Xavier a dit, OK, soulevons le challenge. Et juste, on a le rapport, donc l'ONG s'appelle Man & Nature. Donc, l'homme et la nature en anglais, et vous pouvez aller voir le site web manandnature.org. Et en fait, je vois là maintenant dans le rapport de 2015, en 2015, on soutient 32 projets, je crois, de par le monde dans 17 pays. Et chacun de ces projets, ça veut dire que on a des communautés locales qu'on aide à s'impliquer dans la protection de leur environnement. Mais cet environnement à eux, c'est la biodiversité mondiale. C'est du carbone qui part pas dans l'atmosphère, qui est notre atmosphère à nous tous de par le monde. Et ça fonctionne, c'est possible. Donc, maintenant, il y a Man & Nature qui fonctionne. Et là aussi, je t'avoue que j'ai aussi eu encore une fois confiance dans une femme. Et depuis janvier 2015, on a une directrice de Man & Nature qui suit les projets avec 2 autres hommes, notre président qui est quelqu'un de très expérimenté, et puis un coordinateur de projet aussi qui a beaucoup d'expérience. Et à eux 3, ils arrivent à suivre ces 32 projets et les projets en développement de par le monde. Et tout ça, ça fonctionne parce que c'est possible maintenant d'impliquer des communautés locales et aussi les entreprises privées. Parce qu'il faut te dire, le challenge qu'on avait relevé avec Xavier, c'était de se dire, on peut impliquer les entreprises privées. Ils connaissent pas. Et c'était un peu ça, c'est dire, toi, Olivier, tu nous fais rigoler. Mais je veux dire, tu as été obligé de créer des entreprises privées puisque j'ai dû créer ces entreprises pour exporter les huiles essentielles. C'est pas les communautés les plus pauvres qui peuvent faire ça. Donc, j'ai créé des ONG, j'ai travaillé avec des associations locales. Et donc, il fallait que je mette mes compétences acquises, entre guillemets, au service des autres. Et je suis allé voir des entreprises privées. Et ce dont je vous parle, c'est 32 projets de par le monde. C'est 17 pays dans lesquels on intervient maintenant. Jusqu'en 2015, on était 100% de financement privé. C'est tout des entreprises privées qui ont financé ces projets-là. Parfois des projets qui étaient assez gros, mais quand c'est gros, c'est 70 000 euros. Parce que nous, sur le terrain, quand on travaille avec des petites communautés locales, eh ben, c'est pas aussi cher que ça. Il y a des entreprises qui vont nous filer 15 000, 30 000 euros et ça va parfois suffire à faire un vrai projet de terrain, à vraiment changer les choses pour des communautés locales et puis et vraiment l'environnement. Mais donc, dans ces 17 pays différents, il n'y a pas eu un gouvernement qui s'est dit, moi aussi, je vais financer parce que ça aide la population de mon pays. Alors, on a réussi grâce à Rémi Gouin, notre président, qui était beaucoup dans le système de la coopération française et autres,
C'est vrai qu'on vient d'obtenir un financement de la part de l'Agence française pour le développement, donc qui est une agence de développement du gouvernement français, pour soutenir 5 projets de terrain, 4 au Cameroun et 1 au Sénégal. Donc maintenant, ça commence à bouger. Si tu parles des gouvernements, le problème des États africains, c'est qu'ils ont souvent pas d'argent. Je veux dire, donc il n'y a pas de moyens, je dirais. Puis on a fait beaucoup de choses. On peut pleurer, dire les Africains se prennent pas en main, mais je peux te dire que les Africains se prennent en main. On les a bombardés de dettes pour des choses qui servaient nos entreprises à nous. Je veux dire, donc c'est pas aussi facile que ça. Et malheureusement, il n'y a pas les moyens pour le moment, si tu veux, dans ces pays-là, de financer la conservation de la nature. Donc il faut que ça vienne de l'extérieur. Bon. Après, pour leur piquer leurs ressources en Afrique, on est bienvenu de l'extérieur. Donc peut-être que maintenant, on peut rendre l'ascenseur et puis les aider. Ouais. Et surtout que c'est pour le bien de tous. Je veux dire, tu vois, qu'on fasse du karité, là, on travaille sur des huiles essentielles de menthe au Népal. On travaille sur de l'huile de baobab au Sénégal. Je travaille sur des encens, je veux dire, aussi au Sénégal. On travaille sur le karité, donc au Burkina Faso. On travaille sur une huile qui s'appelle l'acétuno au Nicaragua. Je veux dire qu'il y a plein de potentiel de développement très important. On travaille sur des plantes à parfum au Honduras. On travaille sur l'huile de macadamia au Kenya. Donc, il y a des potentiels de folie de partout. On travaille aussi sur le miel pour aider à protéger les abeilles qui sont vraiment force de biodiversité qui sont menacées. Donc, effectivement, toutes ces ressources-là, on en bénéficie nous-mêmes dans nos produits cosmétiques, dans nos produits alimentaires. Et c'est tellement logique, tellement évident qu'il faut que les entreprises s'impliquent sur le terrain pour les protéger. Et ça aussi, les consommateurs peuvent pousser à ça. Je veux dire, tu vois, on a des boîtes et j'hésite pas à les faire. Il va encore falloir que j'en cite 3 en même temps. Donc, tu as une boîte comme Melvita, tu vois, qui fait des produits cosmétiques, qui s'est engagé au Maroc, tu vois, pour aider les paysans locaux à produire du miel, tu vois, pour sauver les abeilles du Sahara, qui sont très, très importantes. On a l'Occitane, donc encore une fois, si vous allez sur leur site, ils font un travail extraordinaire. Il y a une petite boîte qui fait des produits super simples pour les femmes enceintes et les bébés qui s'appelle Théane Cosmétique, tu vois, qui travaille, je veux dire, avec nous sur Madagascar. Il y a Yves Rocher, qui est une méga boîte qui a fait des travaux sur le sarro avec nous, un autre produit de Madagascar. Donc, il y a des boîtes qui s'engagent et il faut qu'on les pousse. Tu vois, il va falloir maintenant qu'on arrive à communiquer pour ça parce que c'est possible. Et donc là, il faut que tout le monde se bouge maintenant, quand il y aura des trucs qui vont sortir. Et encore une fois, suivez Olivier Béra sur Facebook, c'est aussi simple que ça à un moment donné. Ce qu'on va sortir. Et on va créer aussi, maintenant, tu vois, j'en ai un peu marre. J'ai travaillé avec toutes ces grandes boîtes, tu vois, Chanel, Yves Rocher, 200, etc., pour les aider à valoriser des produits de la nature. Mais ces boîtes restent dans un système capitalistique, tu vois, c'est assez difficile, tu vois. Et sur le terrain, comme je le disais précédemment, le commerce équitable, ça représente pas grand-chose. Donc, il va falloir aller au-delà de ça. Et j'ai rencontré il y a quelques mois une jeune fille qui sortait de haute école de commerce, HEC à Paris. Et comme beaucoup de ces jeunes qui ont 25 ans, ils sont prêts à changer le monde pour de vrai. Ils ont envie parce que c'est leur monde à eux. Et ça, c'est cette génération millénium qu'on appelle et qui est fantastique pour moi. Et elle m'a dit, OK, mais moi, j'aimerais bien faire un truc. J'ai dit, écoute, si tu veux, on va le faire. Et je te propose qu'on monte un business. Tu vois, on va faire des produits finis. J'ai sorti des extraits pour toutes ces boîtes, mais je me rends compte que les retours sur le terrain, ils restent quand même limités. Faisons un business avec les communautés locales. Et j'ai décidé de créer une boîte avec elle qui s'appelle déjà Connected Beauties et une première marque qui s'appelle Elephas qui va faire des produits qui vont aider à la sauvegarde des éléphants. Mais là, on va changer notre système économique. Moi, j'ai dit, écoute, je vais te proposer un truc. Je veux dire, on va faire 50-50 avec les paysans du Sud. On me dit 50-50, ça n'existe pas. D'habitude, les gens, ils disent, on va filer 1% de notre chiffre d'affaires, tu vois, on va filer... J'ai dit non, on va faire 50-50 parce que c'est leur ressource. Si on veut que ça dure, il faut qu'on finance là-bas, tu vois. Donc c'est plus un business, tu dis. Si, c'est un vrai business. Je dis combien tu veux gagner dans ta vie. Tu peux gagner ta vie, tu vois, si c'est ça qui compte, tu vois. Moi, ça fait 50 ans que je suis engagé, j'ai découvert la banque, tu vois, je veux dire pas possible, etc. Parce qu'on s'en fout, il faut vivre, il faut faire des choses. Je dis moi, j'ai pas besoin d'avoir un jet, d'avoir un machin. Donc faisons ce business. Je dis, si tu sais gagner 1 million d'euros, tu sauras gagner 2 millions d'euros. Donc, à toi de faire que ça marche, mais on partagera moitié-moitié avec les communautés locales.
Et j'espère que dans les mois qui viennent, on va sortir ces produits-là. Ils seront des produits cosmétiques puisque je me suis fait une expertise là-dedans, qui seront clean, qui seront propres, qui seront à impact positif, je veux dire, pour les communautés locales. Et ça va être quelque chose. Et je crois qu'il faut encore une fois montrer un modèle, comme on a créé les réserves à Madagascar, comme on a créé Mal & Nature qui se développe partout dans le monde. Je veux maintenant créer ce modèle de business, dire, pour montrer que ça peut fonctionner. Et je sais qu'il y a plein de businessmen, je veux dire, qui ont plein de talents. Et des businessmen, ça cherche pas obligatoirement à gagner des millions de dollars. Parce que c'est un état d'esprit, ils ont envie de créer quelque chose. Et c'est à ceux-là qu'il faut montrer un modèle, parce qu'ils connaissent pas l'Afrique, ils connaissent pas les ressources. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, croisons les doigts et suivez-nous pour voir ce que ça va donner. Donc, tu mettras cette marque sur ta page Facebook. On va en parler sur Facebook, j'espère. Je veux dire, il faut que ce soit prêt, mais on va en parler vite. Je pars demain en Italie pour une conférence et je reviens lundi et je pars mardi à Washington où je vais présenter notre approche justement de marques et de produits, que ce soit de l'Occitane ou des marques Elephas et Connected Beauties, pour servir la conservation de la biodiversité, servir la préservation des richesses sur notre planète dont on a besoin, nous, aussi bien en Europe et aux États-Unis. Et je vais présenter ça à Washington, à la fondation de Bill Clinton, qui m'a demandé de venir, parce que justement, c'est vrai que personne n'est à blâmer là-dedans, parce que tout allait tellement vite depuis les années 50, et c'est pas facile de retrouver les modèles. Et encore une fois, moi, je pense que j'ai été un peu lent. J'ai juste eu la chance, il y a 30 ans, d'être déjà confronté au problème. Ouais. Donc, en fait, tu passes des crocodiles 4 pattes à des crocodiles 2 pattes, quoi. Oui, mais bon, il y a un jour l'ancien président de Chanel Cosmetics, qui était un gars très bien, me disait, mais Olivier, en fait, peut-être que c'est quand même plus sympa d'être dans les bureaux de Chanel, de passer régulièrement dans les bureaux de Chanel qu'à ton âge, que de plonger dans les marécages encore. Oui. Donc, on parle des produits de beauté là. Donc, je vais te lire un commentaire de Patricia qui nous dit pour les produits de beauté, pourquoi se mettre une tonne de maquillage qui ne laisse pas respirer la peau alors qu'il y a tellement de choses très agréables à faire soi-même avec des produits tout simples à portée de main et qui soignent. Et elle a absolument raison. Il y a des produits très simples qui sont à faire. Il y a beaucoup d'huiles végétales, c'est la clé. Il y a des huiles végétales très bien, mais ne serait-ce que l'huile d'olive, je veux dire, qui est quelque chose de très, très utile. Vous avez le beurre de karité, vous avez des huiles un peu l'argan, bien sûr, je veux dire des choses comme ça. Vous avez des huiles essentielles aussi qui peuvent être adjointes en toute petite quantité. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, mais il y a des formules qu'on trouve sur Internet. C'est clair, c'est le plus important. Une huile végétale, une bonne huile végétale avec un bon équilibre entre acide oléique et acide linoléique, qui sont des molécules clés, je veux dire des acides gras essentiels à avoir dans des huiles, c'est vraiment la base. Maintenant, moi je vous dirais, si vous voulez le faire, c'est parfait, faites-le. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de le faire. On le fait une fois pour s'amuser, et c'est très très bien de voir comment on fait un produit de base. Moi, ce que j'ai envie de faire après, c'est dire que des gens qui n'ont pas obligatoirement le temps ou la passion de faire leur petit mélange à la maison, mais encore une fois, quand on aime sa beauté, ça mérite vraiment de le faire. Je veux dire, chacune devrait essayer de le faire, et si elle a le temps, vraiment, parce que ça mérite. Mais après, je me dis que c'est quand même fou qu'on n'ait pas sur le marché quelque chose qui soit aussi simple que ça. Justement, une bonne huile végétale qui a un bon équilibre, justement, dans ces acides gras essentiels qui vont permettre de pénétrer la peau et de faire leur travail, avec quelques actifs. Il y a des actifs qui sont… l'hydratation de la peau, c'est la clé. Je veux dire, la première chose à faire, c'est ça, pour que la peau continue à vivre. Après, il y a des produits. On a à Madagascar la Centella asiatica, dont on peut acheter des extraits aussi pour les rajouter dans ces crèmes, je dirais à l'heure actuelle. Mais il y a extrait. Il faut faire attention, puisque c'est… Dans un extrait, il faut qu'il y ait aussi la bonne teneur. Là, dans le cas présent, c'est des acides asiatiques et asiaticosides. Donc, c'est aussi terrible qu'on ne trouve pas sur le marché juste une huile végétale qui va être avec ces petites molécules qui vont avoir un pouvoir plus profond, régénérant, etc. Mais sans cela, allez-y, mesdames, si vous pouvez faire des recherches sur Internet, si vous avez le temps de vous faire vos propres soins de beauté et en particulier avec des huiles végétales, je veux dire saines, des bonnes huiles végétales, un peu d'huile,
Vous avez le sarro, l'huile essentielle de sarro. Vous pourrez acheter maintenant sur un site, je veux dire, qui a été créé pour valoriser cette huile pour les communautés locales aussi, et qui est une huile fantastique. Et c'est vrai que juste du sarro avec une huile végétale, vous faites un parfait produit de beauté avec peut-être un peu d'huile essentielle de géranium dedans qui va rajouter l'odeur. Mais encore une fois, les huiles essentielles en très petite quantité parce que ce sont des produits actifs très importants, enfin très actifs, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais là, vous allez pouvoir vous faire des produits de beauté très sains. Et en plus, si ça sert les communautés locales et que ça aide la biodiversité à la sauvegarder, on a tout bon, en fait. Donc, il faudra se mettre sur Internet et aller sur cette nouvelle marque Elephas. Alors, Elephas va prendre encore quelques mois parce qu'en France, on a des grosses régulations quand même pour les produits, mine de rien. Et donc, les produits ont été mis au point, ils sont bien. Mais Elephas devrait avoir son site web qui devrait être prêt dans quelques temps. Mais il faut passer par des tests pour vérifier que les produits vieillissent bien, etc. Donc ça va prendre encore quelques mois. Mais suivez Olivier Béra à Facebook, je dirais, puis on vous tiendra au courant dès ce que ça sort. Mais je crois qu'il y a déjà un Facebook Elephas d'ailleurs, qui vient de démarrer. Par contre, vous pouvez déjà aller sur le sarro, puisque j'ai un copain pareil, qui a décidé de m'aider à jouer le jeu, de mettre sur le marché des produits qui soient vraiment pour le bénéfice des communautés locales. Et le sarro est une huile essentielle. Alors, je vous la fais un petit peu, qui est extrêmement intéressante, je veux dire, pour ses propriétés immunitaires. Alors, les Malgaches, dans l'Ouest malgache, l'utilisent pour soigner les rhumes, se guérir de tout. Le nom malgache, c'est Mandravasartre. Ça veut dire qu'il tient le mal éloigné. Je veux dire, c'est un truc extraordinaire. Et l'huile essentielle a gardé toutes ses propriétés. C'est un concentré de la plante. Et en fait, ça passe à travers de la peau. Et ça va tuer bactéries et virus. Donc, c'est vraiment extraordinaire. On peut se la mettre sous la peau, ça traverse la peau. On fait des petits tests qui peuvent valider ça très bien. C'est qu'on fait des analyses d'urine. Vous faites une analyse d'urine 20 minutes après avoir mis l'huile sur la peau, vous retrouvez les molécules dans l'urine. Donc, ça passe vraiment au travers de la peau et ça va aider toutes les molécules à se protéger elles-mêmes. Et donc, mon copain Christophe, qui a fait le site sarobio.com, il m'a aidé à mettre au point un petit roll-on, c'est-à-dire qui permet de se mettre facilement, sans passer par des huiles, des diffuseurs, ça sur la peau et ça fait un système. Et le sarro, on a mis ça au point avec Yves Rocher. Sarro, moi je l'avais sorti, je m'étais dit, est-ce que je peux, avec ces entreprises cosmétiques qui viennent toutes me voir pour que je leur propose des actifs de Madagascar, est-ce qu'on peut sortir une nouvelle plante? Et on a travaillé dessus avec Yves Rocher sur ce sarro pour le sortir en cosmétique. Et ils ont trouvé des propriétés vraiment incroyables, je veux dire, qui sont maintenant libres de droit et qui m'ont redonné pour qu'on puisse promouvoir plus ça. C'est que vous avez vraiment ce qu'on appelle une angiogénèse. C'est un terme un peu scientifique, un peu bizarre, mais l'angiogénèse, c'est fondamental, en particulier en cosmétique, chez ce qu'on appelle les peaux matures. C'est-à-dire que les peaux matures, en général, les cellules deviennent isolées au sein de la peau. Je veux dire, tu vois, elles ont plus d'irrigation. Et donc, c'est ce qui fait, je veux dire, qu'elles produisent plus autant de cellules comme avant, qu'on n'a plus la peau aussi fraîche que sur une jeune fille. Et le sarro a vraiment prouvé, je dirais in vitro, montrer qu'il y a cette angiogénèse qui se recrée. C'est-à-dire que vous avez vraiment des micro-vaisseaux sanguins qui se recréent au bout des vaisseaux sanguins existants. Donc, ils vont irriguer des cellules de la peau qui étaient laissées tout seules, tranquilles au fond de la peau et qui marchaient plus et qui vont permettre de les détoxifier et qui vont permettre aussi de leur redonner vie. Donc, c'est totalement incroyable, ça fonctionne. On peut pas dire ça partout parce que on peut pas parler d'angiogénèse aussi facilement que ça, puisque les cosmétiques sont censés parler que de ce qu'on se met sur la peau et pas de l'effet au fond, au niveau du derme, mais c'est vraiment fonctionnel, c'est efficace, on a prouvé ça scientifiquement. Donc, si vous voulez faire des petites crèmes chez vous, allez-y, allez sur sarobio.com, vous pouvez acheter de l'huile essentielle, ce soit pour renforcer votre système immunitaire, pour faire vos cosmétiques. Donc, tous ces principes actifs, ces huiles essentielles, etc., toi, tu les as découverts à Madagascar, il y a dans d'autres pays. Mais si on ne sauvegarde pas la biodiversité, on risque de passer à côté de beaucoup d'autres molécules, du coup. Non, mais absolument, c'est dramatique. Il faut savoir, je veux dire, que 50% des produits contre le cancer qui ont été mis sur le marché
depuis les 20 dernières années, et je répète ça souvent parce qu'on l'oublie, on s'en rend pas compte, sont issus de plantes. On a l'habitude d'aller dans sa pharmacie, on se rend pas compte, on va à l'hôpital aussi, et à l'hôpital, on sait encore moins que dans une pharmacie ce qui nous soigne, mais en fait, la moitié des produits contre le cancer qui ont été mis sur le marché proviennent de plantes. Donc, c'est une innovation perpétuelle qu'on fait au sein de la biodiversité, au sein des forêts les plus riches. Il faut vous dire que c'est sur 1,4% de la planète qu'on trouve plus de 80% de la biodiversité. C'est-à-dire, elle n'est pas répartie pareil. Dans nos campagnes françaises, on a des mésanges, on a des jolis oiseaux, on a plein de trucs qui sont super importants à préserver aussi, parce qu'ils ont un rôle culturel aussi. Mais il faut vous dire, dans des zones tropicales, vous avez 10, 20, 100, 1000 fois plus d'espèces que dans d'autres zones. Et c'est ça où il y a une urgence de protéger. Mais finalement, ça facilite les choses parce qu'on peut se dire qu'il faut intervenir sur des zones spécifiques. On peut ne pas gaspiller son argent, aller partout. Si on intervient sur ces zones-là, là, ça fera la différence. Et pour vous donner un petit exemple précis, sur la forêt de Wuyiman, qui est une des premières forêts sur lesquelles j'ai travaillé pour faire un programme de conservation. Je suis allé travailler à Wuyiman parce que j'ai vu un biologiste suisse qui avait fait une publication et qui avait dit que cette forêt allait disparaître sous 2 ans parce que elle était brûlée, elle n'allait plus exister. Et il disait que c'était dramatique parce que cette forêt était l'endroit au monde où il y avait le plus de grenouilles endémiques. Grenouilles, on peut dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi on parle? Mais je vous donne un ordre d'idée. Sur Wuyiman, sur 6 km², sur 6, il y a 57 espèces de grenouilles. C'est 2 fois plus que sur toute l'Europe occidentale réunie qui fait 290 000 km². Donc, sur un tout petit bout de forêt comme ça, vous avez 2 fois plus de grenouilles que sur toute l'Europe réunie. Et on a travaillé aussi avec les tradipraticiens locaux. Ce qu'on appelle les tradipraticiens sont les gens qui soignent avec les plantes, qui soignent traditionnellement. Et en fait, on a pour le moment inventorié, je crois, 160 espèces de plantes médicinales dans cette forêt, dont 3 plantes qui sont exportées pour l'industrie pharmaceutique. Donc Centella asiatica qui sert aussi en cosmétique, dont on a parlé, mais aussi Drosera qui est une petite plante qui sert à faire des sirops antitussifs. Donc vous voyez, cette biodiversité là, elle est sur une toute petite forêt. Et le budget pour protéger cette forêt, ça peut paraître gros quand on le dit comme ça. Ils sont à peu près à 150 000 € par an pour protéger cette forêt. Mais avec 150 000 € par an, on a 1500 enfants on a 800 enfants qui sont mis à l'école, on a créé un centre de santé, on travaille sur près de 2000 personnes, je veux dire, qui vivent mieux grâce à ça. Donc c'est gigantesque, je veux dire, si on rapporte ça au nombre d'habitants sur la zone, ça nous fait 75 € par an pour assurer un développement durable et la protection de ces 160 plantes médicinales qui sont, comme tu le dis, un vrai potentiel de recherche pour les années à venir pour trouver les médicaments qui vont nous soigner, nous, en Occident. Oui, parce que de ce que j'ai entendu dire, les molécules chimiques, dans l'industrie pharmaceutique, ils ne trouvent plus grand-chose maintenant. Donc, c'est vraiment, oui, il faut réussir à chercher aussi bien, j'entendais en Amazonie, etc., où la forêt disparaît vitesse grand V et où on n'a pas découvert la moitié des espèces. On n'a pas découvert 10% des espèces. 10%. Et c'est fou, mais effectivement, tu as raison, parce que on a pensé dans les années 50, quand on a démarré, les vrais ordinateurs sont arrivés, les chercheurs se sont dit, effectivement, des molécules, c'est très simple. Donc, ils ont ciblé par rapport aux molécules qu'ils cherchaient, aux actions qu'ils cherchaient, sur un traitement où on savait ce qu'il fallait faire, on savait ce qu'il fallait chercher. Et donc, on a mis les ordinateurs en route pour mélanger les molécules qu'on connaissait ensemble. Mais c'est arrivé au bout. Maintenant, c'est fini. Ils ont fait toutes les combinaisons possibles. On a tellement gros ordinateurs maintenant. Donc, toutes les combinaisons chimiques possibles ont été faites. Par contre, dans la nature, tu trouves des molécules qui sont très, très compliquées, qui sortent des possibilités des ordinateurs, ou en tout cas des possibilités de combinaison, je veux dire, qui peuvent être faites en laboratoire. Et donc, ils reviennent dessus. Mais il faut se dire que la nature, ça fait 2 milliards d'années
C'est-à-dire qu'elle est en train de faire des combinaisons de molécules chimiques. Tu vois, on a beau être très très fort, d'où l'espèce humaine, il faut pas rêver. Tu vois, je veux dire, tu réinventes pas, je veux dire, 2 milliards d'années de recherche de la nature pour se protéger des parasites, pour se protéger des bactéries, pour se protéger de plein de choses. Ouais. Oui, tu dis se protéger. Alors moi, je suis la Hildegarde de Bingen, je ne sais pas si tu connais. C'est une mère abbesse du XIIe siècle et qui prônait beaucoup de plantes dans des élixirs, dans des comprimés. Le pierre-être d'Afrique, par exemple, c'est une plante extraordinaire. Tu peux te soigner du palu avec ça. Enfin, c'est génial, quoi. Donc, vraiment, on a tout ce qu'il faut dans la nature. On a tout ce qu'il faut dans la nature, ça c'est clair. Je veux dire, tu vois, il faut se dire que les Chinois, on le sait pas, je veux dire, les Chinois ont des hôpitaux avec 10 000 lits qui ne soignent qu'avec la médecine chinoise, dire qu'il y a 10 000 ans. Dire, donc, on a testé les produits depuis longtemps. Je veux dire, les Chinois, c'est pas, on a cette image terrible des Chinois qui bouffent n'importe quoi, etc. C'est vrai dans certains cas, mais dans d'autres cas, vous avez une médecine chinoise qui est extrêmement évoluée depuis 10 000 ans. Depuis 10 000 ans, t'imagines bien qu'on a fait les tests sur tout plein de patients. Et puis, comme tu le dis, en Afrique, il y a des plantes. Je veux dire, il y a le professeur Hatsimamang à Madagascar qui a été chercheur au CNRS et qui était un fabuleux personnage qui a fait plein de travaux. Et on a des produits antipaludéens. On a plein de produits qui ont été trouvés. Tu vois, je parlais du sarro tout à l'heure en antiviral, antibactérien. Dis-toi bien, dans l'Ouest malgache, il y a plus de 2000 plantes qui sont médicinales, qui sont potentiellement médicinales, tu vois. Donc, quand les Malgaches, au cours des générations et des générations, ils ont fini par se dire, eh ben, c'est cette plante-là, c'est le sarro, si tu veux, qui traite le mieux les grippes, tu vois, qui traite le mieux les problèmes de bactéries, de maladies, etc., qui soigne les plaies, etc. Mais c'est pas pour rien, ils ont fait les tests, effectivement, et on trouve tout dans la nature pour se soigner. Après, bien sûr, quand tu as une jambe cassée, il vaut mieux aller te faire mettre un plâtre que de mettre juste des trucs dessus, tu vois, dire, ou à un moment donné, effectivement, dans la médecine moderne, on a trouvé des trucs d'urgence, tu vois, je veux dire qu'on peut pas faire avec une tisane, mais en général, tu vois, il faut se dire, je vais te dire un truc, 80% des rhumes se guérissent tout seuls. Donc, on est en train de se shooter la plupart du temps avec des antibiotiques qui servent à rien, qui t'affaiblissent le corps, si tu veux. Donc, tu es là, justement, tu te prends un truc de sarro que tous les malgaches de l'Ouest feraient, qui va te renforcer un petit peu, qui va aider ton corps à lutter lui-même, et ben, tu vas soigner ton rhume tout seul, et tu vas, effectivement, avec une petite plante en plus, tu vas éviter de te fatiguer. Mais on a plein de France, on a plusieurs plantes en France qui sont très, très bien aussi. Donc, tu parles des Chinois. J'ai entendu dire qu'actuellement, ils sont en train d'acheter des milliers d'hectares en Afrique. Et d'ailleurs, ils commencent aussi à acheter des propriétés dans la Beauce, j'ai entendu. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que ça fait partie des choses qui sont fatales, tu vois, et qui sont la fatalité des échanges, c'est qu'on n'est plus, on est une espèce humaine, tu vois, je veux dire, avec plein d'envie de se protéger chacun dans sa maison, dans sa famille, aussi dans son village, après dans son pays, dans sa région, etc. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'on est sur une planète et que maintenant tout va tellement vite, on a des échanges de partout, c'est plus possible. Tu vois, si demain on n'a plus de produits chinois, je te dis pas la crise en France, tu vois. Et maintenant les Chinois, ils ont cette force d'être un pays dirigé par des dirigeants très forts qui prennent des vraies décisions, tu vois, et ils ont une vision à long terme. Et donc ils savent qu'ils vont avoir besoin de nourriture. Donc, ils vont en Afrique acheter des terres, si tu veux, effectivement, pour produire leur nourriture. Donc ça, à l'heure actuelle, c'est souvent une catastrophe parce que c'est limite du pillage des terres. Et c'est là où c'est terrible parce que si c'est bien fait, et j'espère que dans les années qui viennent, on va avoir suffisamment de force, tu vois, de nos décideurs internationaux pour prendre les choses en main de façon responsable, tu vois, dire, que ce soit l'Europe, tu vois, je dirais, et puis le G8, le G20 et surtout le G30 aussi, tu vois, qu'on est des responsables dans ces pays en voie de développement
pour dire, OK, qu'il y ait un investissement majeur. L'Afrique, tu vois, on voit toujours l'Afrique comme le pauvre, machin, etc. Mais dis-toi bien que notre croissance, on espère qu'elle va redevenir positive. Je veux dire, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, tu vois. Mais en Afrique, ils ont une croissance à pratiquement 2 chiffres. Tu vois, je veux dire, l'Afrique est en train de se développer. Et l'Afrique, je veux dire, c'est la taille de la Chine, des États-Unis et de l'Europe ensemble. Donc, si tu veux, si nous, on fait pas maintenant copain avec les Africains pour les aider le plus vite possible, mais on est débiles, tu vois, parce que sinon, ils vont tirer tout le monde. Tu vois, il faut qu'on soit copain avec les Africains et qu'on les aide maintenant. Et ce que font les Chinois quand ils prennent tout, ça peut être dramatique. Parce que ça peut être des monocultures, tu vois, où ils vont tendance même à exproprier les pauvres villageois, tu vois, qui avaient un tout petit lopin de terre. On a eu ça à Madagascar, tu vois, une entreprise coréenne qui discutait avec l'ancien président qui s'est fait virer pour ça, bien heureusement, tu vois, d'acheter 1,8 million d'hectares. Et ils expropriaient des paysans, tu vois. Et ça, c'est débile. Et c'est là où il faut prendre des mesures, se dire, si vous voulez le faire, faites-le correctement. Tu vois, parlons avec les paysans locaux, aidez l'amélioration de l'agriculture africaine. Et on peut le faire aussi en bio, mine de rien, bio, tu vois, mais au moins en raisonné, en agroforesterie, au moins, tu vois, on peut faire beaucoup de choses en permaculture, etc. Mais même si on a besoin de faire de l'industriel pour des questions de rentabilité, on peut le faire de façon beaucoup plus raisonnée que ce qui se fait. Mais en tout cas, ça pourrait se faire en se disant, allons le gouvernement africain à développer sa production et n'allons pas acheter des terres obligatoirement, tu vois. Même si on peut, si c'est bien fait, il y aura des vraies retombées, pas comme un système capitaliste qui fait rêver où tu vois où les plus riches finissent par avoir l'argent qui retombe. Non, le développement agricole est très important et il y a un vrai besoin d'investissement en Afrique. Et même le Brésil, tu vois, vient aussi en Afrique et ça peut être très bien de valoriser des terres africaines plutôt que de couper de la forêt amazonienne, je veux dire, qui est tellement importante comme tu le disais. Mais il faut faire ça bien. Et là où grâce aux réseaux sociaux maintenant et à des petites chaînes comme la vôtre, tu vois, c'est des trucs qui peuvent se faire de petit à petit, qui peuvent avancer pour dire, ne laissons pas faire ça n'importe comment. Il y a des opportunités de développement. Il faut créer des liens entre les pays, je veux dire, pour que ça se fasse correctement, parce qu'on est une humanité. C'est plus possible de faire des guerres pour défendre un pays. Ça, c'est du passé, c'est du XXe siècle. Il faut arrêter ça le plus vite possible. Et il faut le plus vite possible investir dans un développement qui soit cohérent pour l'ensemble de l'humanité. Donc, effectivement, tu dis, on est une petite chaîne et qui est en train de grandir. Et c'est toutes ces initiatives positives qui vont dans le sens du réveil, on va dire, qu'on essaye de mettre en avant. Parce qu'il faut vraiment que les gens prennent conscience de tout ce qui se passe un peu partout, dans différents domaines, pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Ils sont responsables de ce qu'ils pensent, ils sont responsables de leurs actes. Et c'est vraiment aider à avoir une opinion autre que l'opinion toute tracée et celle qu'on veut nous inculquer, parfois un petit peu de force, on va dire, quand il y a du matraquage sur les médias. Mais nous, on aimerait justement promouvoir d'autres informations et puis ensuite, à chacun de faire sa propre opinion. Voilà. Ouais, je pense que c'est dans ce monde moderne, on a vraiment l'opportunité de le faire, de s'informer correctement, tu vois, je veux dire, c'est facile d'aller sur Internet voir BFM TV, c'est aussi facile de regarder autre part et de chercher d'autres informations, si tu veux, pour corroborer ce qu'on entend et effectivement faire ses vrais choix. Et je reste convaincu, moi, on est dans une situation qui est dramatique, où on a besoin d'agir très vite, très sérieusement. Tu vois, le changement climatique est vraiment quelque chose de sérieux pour beaucoup de peuples. Tu vois, la nature survivra, elle s'adaptera, je veux dire, mais nous, on vivra beaucoup moins bien. Je veux dire, nos enfants vivront beaucoup moins bien. Donc, il y a vraiment besoin de se bouger les fesses pour faire quelque chose. Mais moi, je suis vraiment confiant parce que je pense qu'on a ce 21e siècle. Il y a tout ce qu'il faut comme outil pour faire ça. Donc, il y a une prise de conscience qui se fait. Il faut aider chacun qu'il peut à ce que cette prise de conscience évolue. Parce qu'effectivement, c'est les pauvres de rentrer chez eux
de foutre la télé et puis d'aller au supermarché du coin acheter ce qu'il y a de moins cher, je veux dire, parce on a autre chose à faire, autre chose à penser, on sort du travail, c'est dur, etc. Mais il y a vraiment un rôle des médias et un rôle de chacun, comme tu le dis, qui est de dire chacun peut s'engager de son côté à se dire wow, je vais réfléchir parce que je me rends compte qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait et il faut réfléchir à l'avenir parce qu'on est vraiment dans des phases cruciales où ça va changer. Soit on vit vraiment bien, on peut avoir des vrais rêves de belle humanité, tu vois, bien saine, ou alors on repart dans la guerre, on repart dans Mad Max. Hein. Oui, oui. Donc, pour revenir aux milliers d'hectares qui sont achetés par les Chinois, enfin, quand tu vois en Chine la pollution énorme qu'il peut y avoir et puis tous les paysans qui sont dépossédés de leurs terres, ça paraît un peu paradoxal parce que je pense que s'ils avaient, enfin, je suis pas là pour juger, hein, je connais pas leur politique ni quoi que ce soit, mais je pense que déjà ils ont beaucoup chez eux, mais le fait que les terres aient été polluées et tout ça, ils sont obligés d'aller chercher ailleurs. Et donc, du coup, ils dépossèdent des populations. Là, pour moi, ça devient dramatique. Oui, parce qu'ils ont pas beaucoup, le gouvernement chinois a pas beaucoup de considération pour ce que les gens disent, si tu veux. Mais ils ont cette vision à long terme. Et effectivement, tu dis pour le moment, ils ont des terres, ils font beaucoup, mais ils se disent, OK, il va nous falloir plus, tu vois. Il faut surtout pas qu'on ait de révolution à l'intérieur. Et donc, ils anticipent ça, je veux dire, pour longtemps. Maintenant, si tu parles de pollution en Chine, c'est vrai qu'elle est terrible, elle est dramatique à l'heure actuelle. Mais encore une fois, moi, je me dis que tu vois, il y a eu une campagne anticorruption en Chine qui a été impressionnante, si tu veux. Donc, il n'y a pas d'enrichissement vraiment personnel de dirigeants, tu vois, où il n'y a pas même de folie comme on peut avoir Kim Il-sung, tu vois, je veux dire, en Corée du Nord. Je veux dire, la Chine est un vrai gestionnaire avec sa perception de la démocratie qui dit la démocratie, ça nous intéresse pas, ça. Et quand tu vois les résultats aux États-Unis, excuse-moi, tu vois, mais tu peux te dire, nous, on pense qu'on continue à penser que c'est une bonne chose la démocratie, mais ça marche, tu vois. J'espère que ça va marcher en France. Encore, tu vois, 49-3, Manuel Valls, il pense que c'est pas une bonne idée la démocratie. Bon, les Chinois, tu sais que les dirigeants chinois, ils veulent le bien de leur peuple. Donc, si tu veux, ils ont des contraintes économiques et je pense que la pollution en Chine, moi, je suis convaincu que dans les années qui viennent, on va avoir une révolution des énergies renouvelables en Chine, si tu veux, parce qu'ils sont réalistes, mais ils vont investir dedans. Tu vois, et eux, ils vont se le permettre. On n'aura pas les contraintes de nos politiciens français avec tous les moyens qu'on a. On aurait pu faire ça depuis longtemps. Tu vois, je te parle pas des États-Unis. Donc, je pense on va avoir une réaction des Chinois qui peut être mauvaise, tu vois, en allant vers l'étranger, tu vois, comme tu le soulignes, en s'appropriant des terres, mais qui peut être aussi pour régler les problèmes chinois qui va se faire, j'en suis certain. Alors que, tu vois, malheureusement, aux États-Unis, c'est pathétique, je veux dire, c'est pas sûr que ça avance, quoi. Donc, enfin, pour résumer un petit peu toutes les différentes actions que tu fais, pour sauver la planète, l'important, c'est d'aider les populations qu'elles prennent conscience de ce qui se passe dans leur environnement immédiat, en fait, et puis de leur faire prendre conscience de la richesse de leur environnement immédiat, d'en tirer parti, d'en tirer un revenu, et puis je suis persuadée qu'ils en tirent aussi une fierté. Donc, c'est là où on réussira vraiment à sauvegarder la biodiversité. Absolument. Et pour ça, c'est exactement ça. C'est que si ils valorisent leurs ressources, eh ben, ils trouvent ça bien dire que ça justifie par des revenus économiques. Tu vois, la conservation, ça c'est important. Ça n'empêche pas, je veux dire, qu'il faut des systèmes de régulation. Moi, je prends souvent l'exemple. Souvent, les gens, ils ont un peu, comme on dit, ce mythe du bon sauvage encore. Tu vois, on se dit, oh, les Africains, ils savent gérer leurs ressources. Tu vois, je veux dire, attends, excuse-moi, mais tu vas en Suisse, qui est le pays un des pays les plus développés au monde. Tu vas en Suisse, tu as des policiers partout. C'est pas parce que tu as de l'argent
tu vois que tu vas tout bien gérer. Il y a toujours dans une société, si tu veux, des petits individus. Il y a toujours de l'anarchie à un moment donné. Et l'anarchie, c'est sain pour les sociétés parce que c'est ce qui fait les bouger sur du long terme vers des bons sens, si tu veux. Soit ça fait exploser quelque chose de positif, ou soit ça retombe au cours des générations qui suivent. Mais on a besoin, si tu veux, de sociétés qui sont mixtes. Mais on a besoin de police, on a besoin de gendarmes aussi. Je veux dire, donc il faut, c'est un équilibre qui se fait dans tout ça. Mais effectivement, tu ne peux en tout cas pas parler de dire il faut protéger la biodiversité à des gens qui meurent de faim. C'est juste pas possible. Il faut que tu arrives à un moment donné à dire je mets des gendarmes, mais je ne mets des gendarmes que parce que je vais aussi aider à ce que tout le monde ait à manger. Tu vois, comment est-ce possible? Je veux dire qu'on ait plus de gens qui soient malades d'obésité sur la planète que de gens qui meurent de faim encore. Tu vois, je veux dire, c'est un non-sens. Tu vois, je veux dire, on a un tiers des ressources alimentaires mondiales qui sont gaspillées. Un tiers des produits alimentaires partent à la poubelle. Et on a 700 millions de personnes qui meurent de faim. C'est un non-sens avec des Américains qui sont obèses, des petits Chinois qui deviennent obèses, tu vois. Donc il y a des trucs qu'il faut changer. Mais comme tu le dis, la clé, c'est quand on est sur le terrain, dans ces zones qui sont très très riches en biodiversité, si on communauté locale, les impliquer, et comme tu le dis, ils peuvent devenir fiers de gérer leurs ressources, il faut qu'on les aide à avoir un minimum récemment. Sinon, c'est pas possible d'avoir ce message policier de dire « Oh, mais il faut pas tuer les animaux ». Il faut qu'on soit capable de discuter avec les gens, de s'asseoir avec eux, de voir leurs problèmes et de traiter un minimum pour qu'ils aient une vie décente, je veux dire, si on veut qu'ils protègent la nature. Oui, parce que nous, on a beau jeu dans nos maisons confortables avec le chauffage, on a tout ce qu'il faut à manger. Enfin, pour quand même la grande majorité des Européens, c'est facile d'aller dire à des gens qui crèvent la faim, ah mais non, c'est pas bien ce que vous faites. On ne peut pas décemment leur dire ça. Donc, il n'y a que en les aidant qu'on peut faire évoluer tout ça. Ouais, et il faut lier les deux. Et ça, on peut le faire maintenant. Et je te dis, moi, je le vois, c'est ce qu'on a fait avec Planet Nature. C'est qu'on voit des opportunités. Je vois maintenant, on doit avoir des engagements sur le plus long terme. Tu vois, j'ai créé cette entreprise Aroma Forest à Madagascar, qui est une entreprise sociale et solidaire. Donc, j'ai donné tout l'actionnariat, je veux dire, à l'ONG. Aroma Forest est une dizaine de Malgaches. Je veux dire, ils sont 10 qui gèrent ça. Ils font vivre, je crois, 900 personnes, ce qui veut dire, il y a 900 personnes qui ont des revenus grâce à cette entreprise. Ça veut dire plus de 3000 personnes, je veux dire, en gros, je veux dire, qui en vivent. Et c'est fantastique. Mais ça a pris 10 ans de créer Aroma Forest. Parce qu'il faut pas rêver, je veux dire, tu vois, les contrôles qualité, il faut former les gens, il faut se mettre en place. Et si tu fais une entreprise sociale, tu fais pas le maximum d'argent tout de suite. Donc, il a fallu, je crois, 8 ans avant que l'entreprise dégage ses premiers bénéfices. Donc ça, c'est pas facile. Il faut arriver à considérer toutes ces choses-là pour se dire, OK, effectivement, ouvrons nos esprits, je dirais, et essayons de soutenir ces initiatives sur le terrain. Mais comme je te le disais, 32 projets de par le monde dans 17 pays, ça veut dire que vraiment tout est possible et que maintenant, il faut qu'on arrive aussi à bouger les entreprises auxquelles on achète des produits pour leur dire, OK, du greenwashing, ça nous intéresse pas, investissez, tu vois, pour être prêt à avoir des filières derrière et tenez-nous informés de ce que vous faites pour vos filières, tu vois. Et c'est gagnant-gagnant quand c'est bien fait. Ouais. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est Cadiz Power, en fait. C'est Cadiz Power, absolument. Oui. Donc, on a Patricia qui voulait quand même saluer ton action, enfin tes actions, et qui disait très belle initiative, Olivier, que d'autres prennent exemple et vous suivent. Ben, oui, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Merci Patricia et n'hésitez pas à prendre le relais. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau aussi des petites initiatives locales en France. Chacun peut faire quelque chose. Et je crois qu'il y a un truc fondamental, c'est qu'on se sent bien quand on le fait.
Je veux dire, parce que, je veux dire, on n'a pas le choix de faire autrement. Et c'est aussi c'est quand une contrainte devient une opportunité. C'est de se dire, il faut faire quelque chose, on est obligé de faire quelque chose. Mais je vous assure, quand moi je vais sur le terrain et je vois toutes ces femmes qui discutent, là on arrive au Burkina, qui dansent parce qu'elles n'ont pas besoin de grand chose comme coup de main, ça vaut vraiment la peine. Et donc c'est ces deux choses, c'est le Cadiz Power comme tu dis, je veux dire c'est vraiment savoir ce qu'on achète et s'engager vers les bonnes marques qui font les bonnes choses. Et puis après c'est s'engager individuellement aussi, soutenir des petites ONG. C'est pas obligatoirement aller toujours sur le terrain. On n'a pas besoin d'être un éco-volontaire obligatoirement. Je veux dire, aller planter des arbres, tout le monde a envie de le faire, mais il faut se dire, si on fait un voyage et qu'on plante des arbres, c'est bien. Après, on attrape des ampoules au bout de 10 arbres parce qu'on n'a pas l'habitude. Tu vois qu'un paysan local, il coûte 2 € par jour et puis il va en planter 100 dans la journée. Donc, il faut pas non plus partir dans des rêves de sauver le monde en s'impliquant soi-même sur le terrain. Si on peut le faire, c'est bien. Je dirais, moi, je suis un bon exemple de dire, OK, on part, on vit 20 ans à Madagascar. C'est possible que des gens le fassent. Mais on peut aussi, chacun, à son niveau, penser à son caddie, mais aussi de se dire, tiens, une fois de temps en temps, je vais regarder ce que font des bonnes petites ONG qui font du vrai travail de terrain. Et tiens, je vais leur filer un coup de main. Je vais envoyer 50 € par-ci, 100 € par-là, tu vois, ou je vais m'engager, effectivement, à monter des ruches dans mon village, tu vois, je vais m'engager aussi à faire une soupe populaire dans mon village où je vais. Donc chacun peut faire un petit peu, contribuer au niveau social un peu plus que ce qu'on fait. Oui. Donc, on a tous notre rôle à jouer en fait. Et il ne faut pas attendre des autres que tout se passe bien et en disant, eux ils font mal, eux ils font bien. C'est à nous de faire. Ouais, moi ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui sont mauvaises qui se passent. Tu vois, il y a des entreprises qui sont ridicules, tu vois, de faire de l'argent sans rien faire, d'exploiter les ressources, c'est honteux. Mais il y a des choses positives qui se passent et il faut se dire, OK. Et si chacun s'engage dans les choses positives et ne va plus, tu vois, vers les choses négatives en connaissance de cause, eh ben là, on arrivera à vraiment changer les choses et réorienter vers le meilleur. Écoute, on arrive au terme de cette émission. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'entendre parler de toutes les actions positives que tu as pu mener sur les différents pays avec toutes ces ONG, toutes ces associations. Et tu parlais des nouvelles générations. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espoir, je trouve, dans ce qui arrive dans l'avenir. Parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs, l'être humain a fait beaucoup d'erreurs, on a détruit beaucoup de variétés, beaucoup de races, beaucoup de plantes, beaucoup d'animaux. Mais il n'est pas trop tard. Et je pense qu'on peut s'y mettre là maintenant. Et d'ailleurs, il faut s'y mettre. Donc, Olivier, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire en conclusion? Je veux dire merci à toi parce que c'est une belle initiative d'avoir ces envies de partager des belles choses et des bonnes expériences. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à ceux qui nous ont envoyé des messages parce que c'est sympa de pouvoir échanger, en effet. C'est sûrement un peu long de m'entendre pendant 1h30, mais bon, j'espère que j'ai pu aider un petit peu à la réflexion. Et n'hésitez pas encore une fois à ce qu'on reste en contact. Je voyage beaucoup. Je pars demain pour une fois en Italie. Je serai la semaine prochaine aux États-Unis. Après, je serai à Haïti début juin. Après, je vais aller au Honduras. Mais alors là, vous pourrez suivre des aventures. Je vous le dirai pas tout de suite parce que j'ai la confirmation des producteurs. Mais alors, si ça se confirme, alors là, on aura des vraies aventures à suivre. Donc, le mieux, c'est restons en contact. Le plus simple au début, c'est aller sur Olivier Béra sur Facebook et puis on se tiendra au courant pour la suite. Et encore une fois, merci à toi Sylvie. Super chouette de vous voir engagé comme ça. Merci beaucoup Olivier, merci à toi. Et puis, pourquoi pas faire une nouvelle émission dans quelques temps où tu pourras nous raconter tes aventures au Honduras et puis nous donner toutes tes nouvelles découvertes. Donc, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, si ça vous plaît, sachez que nous sommes tous bénévoles. Vous pouvez nous aider en faisant des dons. Vous pouvez aller sur le site ctvm-tv.com et ça nous aidera dans nos démarches. Ce qui nous aide aussi, c'est vos messages d'encouragement, bien sûr. Ça fait toujours plaisir, ça motive et
et ça nous permet de continuer ce qu'on fait. Parce que croyez-nous, tous les animateurs sur CTVM TV, ce qu'on fait, on le fait avec notre cœur et avec nos convictions. Voilà, eh bien merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à partager cette émission sur vos réseaux, Facebook, Twitter, etc. Bonne soirée à tous et à bientôt.